Aujourd'hui, j'ouvre avec toi la saison 2 du podcast Chérie on construit et on démarre avec Inès. Inès, ça fait un moment que je la suis sur les réseaux sociaux et elle a accepté mon invitation. J'en suis plus que ravie parce qu'on parle d'un sujet qui touche énormément de monde. En général, quand on construit, c'est un sujet. Comment réussir sa construction avec un budget serré, avec une vie qui bouge et avec zéro expérience dans le bâtiment. Inès, tu la connais peut-être sous le nom de Active Mum Home sur Instagram. Avec son mari, ils ont construit une maison de 192 mètres carrés. Ils ont en partie réalisé les travaux eux-mêmes. Ils ont aussi géré les artisans pour tout ce qu'ils ne savaient pas faire et ce qu'ils ne voulaient pas faire. Ils ont construit sur un terrain en pente, ils ont changé de région pour ce projet et ils ont même eu un artisan qui a fait faillite en plein chantier. J'avais donc envie de te faire découvrir leur parcours que je trouve hyper inspirant et Inès continue de partager l'évolution de la maison au quotidien sur son compte Instagram. Et donc dans cet épisode, tu vas voir comment ils ont fait pour maîtriser leur budget sans renoncer pour autant à leur coup de cœur. Ça, c'est hyper intéressant. Les astuces qu'ils ont trouvées pour le faire, Inès les partage. Ils ont aussi choisi de déléguer et de bien choisir les artisans pour économiser certes, mais sans remettre en cause la qualité de leur construction. Comment la dommage ouvrage leur a littéralement sauvé le projet, et ça, tu le sais, j'insiste sur les assurances. L'assurance dommage ouvrage est une assurance obligatoire, mais tu vas voir et tu vas comprendre pourquoi tu dois la prendre. C'était une discussion hyper concrète. Agnès partage plein d'astuces, elle est hyper honnête aussi sur son projet et elle te montre qu'avec les bonnes infos et la bonne préparation, on peut réussir un projet, même quand on rencontre des défis. Avant de lancer l'épisode, pense à aller noter le podcast. Si tu aimes écouter les histoires de Inès et de tous les invités que j'ai reçus et que je vais recevoir dans cette saison 2, va sur Apple Podcast, mettre 5 étoiles. Tu peux mettre des commentaires sur Spotify ou aussi 5 étoiles et ça m'encourage beaucoup et ça peut permettre à d'autres invités hyper intéressants de venir partager leur parcours. Bonjour, c'est Gwenola. Bienvenue sur le podcast où on parle maison neuve, construction, projet de vie. J'ai créé Chérie on construit pour toi qui veux faire construire ta maison. Entre les contrats, le choix du terrain, les plans, le budget, le timing et tout ce que tu entends, tu te sens perdu ? Je te comprends. Tous les 15 jours, je te partage ici mes conseils concrets et des réflexions pour te permettre de bien préparer ton projet. Je reçois aussi des professionnels qui t'apportent leur expertise et des propriétaires qui ont déjà vécu l'aventure pour qu'ils te partagent leur expérience. Mon objectif ? Que tu vives ton projet sereinement en sachant exactement où tu vas. Prêt à construire ? Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Inès, comment vas-tu ? Ça va bien, et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast Chérie on construit. Je suis ravie de te recevoir parce que je te suis comme 66 000 personnes sur Instagram et tu partages des astuces sur ta construction et notamment sur le budget, sur les économies que vous avez réussi à réaliser aussi en construisant. On va y venir tout à l'heure. Et voilà, je suis contente que tu viennes nous raconter ton aventure parce qu'en plus, si je me trompe pas, il y avait un déménagement, un changement de région en même temps que la construction. J'ai cru voir ça passer. Donc, j'ai hâte que tu nous racontes ça. Est-ce que tu peux te présenter avant qu'on rentre dans les questions et dans le concret ? Oui, bien sûr. Alors, du coup, je suis Inès. Je suis enseignante d'anglais actuellement au lycée. Et j'ai enseigné quasiment toute ma carrière au collège, donc c'est un peu une nouveauté pour moi. Quand on a son CAPES, en général, on est forcément muté à Paris. Donc, premier projet immobilier, ça a été dans la région parisienne. D'accord. Et au bout de 6 ans, j'ai réussi à avoir ma mute et à revenir du coup dans les parages, parce que je suis du coup originaire de la banlieue de Saint-Étienne, D'accord. donc dans la Loire. Ok. Et on s'est dit qu'avec la petite plus-value qu'on avait réussi à avoir dans notre premier projet immobilier en région parisienne, qu'on allait du coup investir quelque part d'autre. On ne savait pas trop au début, donc on était en location. Et on s'est dit soit on fait de la réno, soit on construit à notre image. Et donc c'est comme ça qu'est arrivé le compte Instagram par la suite. D'accord. Donc, tu as créé le compte Instagram vraiment pour documenter et pour partager ton aventure de construction, c'est ça ? Exactement, oui. Tout au début, Ok. c'était un compte qui était plus basé sur la déco dans mon ancienne maison de location. Et quand on a eu du coup le projet de faire construire, on s'est dit que on allait changer un petit peu d'air. On a changé le nom, j'ai changé le nom de mon compte Insta, qui était D'accord. avant Active Mumness. Et Ok. du coup, c'est devenu Active Mum Home par rapport à la Ok. maison qu'on a construite. Et en anglais, bien sûr, parce que tu es prof d'anglais. Ah, Donc euh, voilà.
Donc OK, originaire de Saint-Étienne, donc vous avez, en fait démarré avec un achat. Dès que vous avez, su que tu devais aller travailler en région parisienne, c'est vrai que c'est le cas, pour beaucoup, hein. Il y a beaucoup de gens qui Oui, c'est doivent, ça. venir emménager en région parisienne. C'était pas une option de louer pendant des années, vous vous êtes dit: «On achète tout de suite»? Bah, au départ, on louait et quand on a vu que notre location était autant chère qu'un prêt immobilier, on s'est dit: «Allez, on se lance», même sur un petit pied-à-terre, une petite maison et c'est ce qu'on a fait. Du coup, on a commencé D'accord. avec une mini maison de 52 mètres carrés D'accord. Vous aviez des enfants à dans le l'époque? 95 et on avait déjà notre garçon, ouais, OK. qui est né là-bas, du coup, il est né dans la maison. OK, donc ça, c'est la petite maison que vous avez revendue pour, revenir à dans la région de Saint-Étienne et penser à un nouveau projet, c'est ça? Exactement, c'est ça. OK. Et comme beaucoup de personnes doivent le savoir, quand on investit en général en région, parisienne et en banlieue en Île-de-France, bah, c'est que du plus. Donc on a réussi Oui. quand même à sortir notre première re petite maison qu'on avait achetée, 180 000 €. On a réussi à la revendre à 220 000 €, donc ça nous a fait une plus-value. OK, oui, ce qui est un bon pied à l'étrier pour la suite. Quand vous retournez dans votre région, d'origine, du coup, là, vous vous mettez en location, le temps de réfléchir au projet. Est-ce que vous regardiez et les rénaux et les terrains en même temps? Comment vous avez, lancé, et finalement acté le choix de la construction? Alors au départ, vraiment, on voulait juste investir. On s'est dit que cet argent qu'on avait récupéré de notre premier er projet immobilier, on allait le replacer, peu importe, où. L'idée, c'était de plus payer de loyer. Donc on avait commencé à regarder un petit peu les locations, pardon, les rénovations et on s'est rendu compte qu'en fait, bah, ça montait vite. On avait des maisons à rénover à 200 000, 240 000 avec plein de travaux à faire, pour qu'elles soient un petit peu à notre image quand même et là, du coup, on a commencé à regarder les terrains en se disant que, bah, le budget pouvait peut-être être, similaire ou, légèrement supérieur, mais qu'on aurait au moins, un projet totalement à notre image. C'est ce qu'on a fait du coup. Le Bon Coin, notre meilleur ami. Les co Des soirées à scroller sur Le Bon Coin? C'est ça, on a regardé un peu dans les parages, les villes qui nous plaisaient le plus et ce qui est plutôt cool dans les parages, pour le coup, Saint-Étienne et ses alentours, c'est vraiment une région qui est peu chère et vraiment abordable en matière d'immobilier. Donc on a des terrains, à 100 000 €. Pour le coup, tu as vraiment une belle parcelle quand même. Vous avez mis longtemps à trouver ce terrain? Ça a mis combien de temps de faire les recherches? Vous en avez vu Heu, beaucoup? Vous avez essayé de faire des plans sur beaucoup de terrains? alors du coup, on a dû visiter peut-être 2 rénaux en même temps que 3 terrains, je dirais. On était D'accord. parti sur un premier projet, mais le terrain était trop cher. C'était l'idée de le diviser en 2. On a vite passé à autre chose. Finalement, on est tombé sur un terrain coup de cœur, donc ça a été pendant la covid, donc c'était rigolo parce qu'on est venu visiter le terrain tout seul Ah waouh! et bah, ouais, parce que du coup, les propriétaires pouvaient pas se déplacer. C'était encore à l'époque, des feuilles pour se déplacer dans la rue. Oui, je me Donc du souviens, coup, bah, c'était la on même est chose pour ma sortis construction. et ouais, donc du coup, on est sortis en douce avec notre feuille pour aller visiter le terrain et essayer de se projeter Ouais, et là, coup de cœur, du coup. c'est vrai Mmh. coup de cœur en arrivant, vous Ah oui, savez que c'était là. directement. Le quartier, la ville déjà, c'était notre ville de cœur, le quartier nickel, juste la rue devant, tout était très bien aménagé, Le prix aussi était cool. On a réussi OK, à s'en sortir pour un terrain de 1 000 m² pour 80 000 €. OK, oui, Mmh. c'est hyper intéressant. Ouais, donc du coup, ben, là, on s'est dit que ça allait être possible. Et là, donc, vous allez visiter tout seul, vous appelez, les propriétaires, vous leur dites que c'est OK, vous Mmh lancez mh. les démarches auprès du notaire et comment vous lancez le projet? Vous faites accompagner par qui? Est-ce que tu as fait tes plans toute seule? Est-ce que vous il y a un Mmh. dessinateur qui est intervenu? Voilà, comment vous avez Mmh. fonctionné pour lancer le projet comme ça? Alors, du coup, bah, on a commencé à se renseigner, bah, énormément, hein, sur les démarches administratives, le financement, c'est vrai qu'au départ, c'était surtout des rendez-vous. Et D'accord, par la suite, donc on a trouvé un architecte pour qu'il puisse un petit peu budgétiser tout ça et nous dire c'est ce qu'on voulait, les idées qu'on avait en tête, étaient aussi, possibles parce que mine de rien, on a des salaires, très moyens et d'accord, j'ai l'impression qu'on est un peu comme, une majorité des Français, hein, un avec, peu. ben, des crédits qui sont pas non plus, exorbitants et on n'avait pas non plus tant d'apports que ça finalement. Donc, on a commencé à aller voir déjà une architecte qui nous a un petit peu estimé le budget et elle a estimé qu'avec le terrain, on serait dans les 300 000 € tout compris. Sachant D'accord, qu'on a beaucoup fait par nous-mêmes, donc on pourra en parler un petit peu plus tard, mais ouais. en effet, au départ, c'était vraiment le max qu'on pouvait avoir parce qu'on pouvait emprunter que 260 000 € avec la vente. Ouais, donc vous aviez, cet emprunt maximum, pour rester dans votre capacité d'emprunt. Parce que vous aviez payé l'architecte pour faire la prestation de dessin et d'estimation?
Alors au tout début, pour l'estimation, non, c'est un rendez-vous un peu D'accord. conseil. Donc OK. elle nous a demandé un petit peu nos idées, bien évidemment, moi je m'étais hyper inspirée, j'ai écouté un de tes podcasts, tes podcasts. Je disais, on s'est vachement inspiré de Pinterest, de Ouais. comptes, Instagram aussi, à l'époque, donc j'ai des coups de cœur de comptes que je suis plus toujours. Donc voilà, j'avais un petit peu des idées concrètes, ne serait-ce que les garde-corps en verre, par exemple. J'ai toujours Ouais. adoré ou le sol aussi en verre. On a fait, une dalle en verre, dans la maison, donc ça, mine de rien, c'est un budget un petit peu à calculer Oui, c'est vrai. et ouais et donc du coup, oui, on lui a donné un petit peu toutes les prestations, qu'on voulait, puis elle a estimé une fourchette de prix D'accord. et là, on s'est dit: «Bah, on commence déjà à regarder un peu les artisans, voir, si ces prix sont cohérents» et on a eu des belles surprises, avec, par exemple, un électricien qui a été bien en dessous de ce qu'elle prévoyait. D'accord. Et à l'inverse, d'autres artisans qui étaient plus chers, donc voilà, l'équilibre s'est fait au fur et à mesure et ensuite on a du coup pris la l'initiative de faire beaucoup par nous-mêmes pour pouvoir un petit peu, avoir des prestations, des choses qu'on aimait vraiment à moindre coût. Donc là, quand vous allez voir les artisans, vous avez déjà des plans dessinés par l'architecte ou et c'est les plans définitifs ou pas du tout? Alors quand on en parle aux architectes, on a surtout nos idées à nous et nos plans à nous. Donc en fait, au début, je me suis amusée à dessiner. Ouais. Faire des croquis et cetera. Avec les croquis du coup que j'ai montrés à l'architecte, c'est elle qui nous a donné du coup, le budget, Ouais. probable et ensuite quand on lui a donné le OK par rapport au budget annoncé, là, elle a fait des plans, on a lancé le permis de construire et c'est avec ces plans bien évidemment, vraiment officiels, hein, que, du Ouais. coup on a pu faire de vrais devis. De vrai Parce que devis. dans Oui, elle tous les vous a cas, les donné, artisans demandent le vrai plan, finalisé avec, tout ce qui est très, précis. oui, avec un maximum de codes. C'est vrai Ouais. un plan croqué ou enfin, voilà, fait à la main ou un plan, qui est fait sur Cozy Casa, c'est pas suffisant pour un artisan à avoir assez Non, d'informations, ne serait-ce que pour les dimensions de fenêtres, savoir, où va y avoir des poutres pour le maçon, des poteaux et cetera. Ça, exactement. c'est hyper important. En plus, Mmh. votre maison, elle est un peu sur demi-niveau, sur sous-sol. J'ai l'impression, C'est ça. elle est un peu enterrée, hein, de ce que j'ai vu, sur tes posts. Donc ça, c'est une spécificité? Oui, c'est ça, en effet. On a un terrain qui est légèrement pentu, donc il était déjà sûr qu'on allait avoir comme tu as dit, un sous-sol semi-enterré. Donc avec une D'accord. moitié de la maison qui a un accès au rez-de-chaussée. On est sur du rez-de-jardin au-dessus. Oui, d'accord et ta maison donne au niveau supérieur à l'arrière, donc côté jardin. Donc là, vous aviez une prestation avec l'architecte qui était de faire les plans et déposer le permis de construire Oui, c'est ça. et elle s'est arrêtée là. Elle vous a aidé un petit peu pour la suite ou pas du tout? Non, on n'avait pas envie. On n'avait pas envie. On n'avait D'accord. pas envie. Elle a juste fait les plans, le permis de construire, qui a été ensuite validé très vite par la mairie. On a eu un petit peu d'attente, mais ça, je crois que c'est normal pour tout ce qui est, Ouais. achat de terrain. Il y a 6 mois, d'attente, hein, ou, en même temps, c'est très bien parce que ça nous a permis aussi de voir, les différents taux, pour notre emprunt bancaire. On a pris un courtier aussi juste pour être sûr d'être, dans la capacité de rembourser et d'avoir, les meilleurs taux et ensuite, non, on a décidé de suivre le chantier par nous-mêmes et d'être, un maximum investis. Donc là, on va revenir sur le plan. Donc l'architecte, Mmh. elle dessine les plans par rapport à ce que toi tu avais, dessiné avec ton chéri aussi j'imagine et toutes ces inspirations, Pinterest, Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à faire le tri entre tout ce que tu avais envie? Là, tu me dis que vous avez, choisi du coup ce plancher de verre qui est effectivement un certain budget quand on veut vraiment. Donc comment tu as fait le tri dans toutes ces inspirations? Est-ce que tu t'es senti un moment submergé ou pas du tout? Tu arrivais à faire le tri? Parce que moi j'ai pas mal de gens qui me disent: «Oh, j'ai des inspirations Pinterest, mais je suis complètement paumée, je sais plus ce que j'aime, ce qui est possible, pas possible et cetera». Comment toi tu as géré toutes ces inspirations, de comptes Alors, Instagram ou de moi je fonctionne beaucoup au coup de cœur et je suis assez impulsive dans mes idées. Ça veut d'accord, dire que, par excellent. exemple, la dalle de verre, je l'avais vue, je me suis dit: «Ah ça, je le veux trop» et c'était OK. le truc. Ça c'était Pareil pour les le tu l'as ouais, mis en voilà, priorité quoi? c'est ça, ouais, j'ai adoré le concept, l'idée, et il me le Ouais. fallait. Mais en Ensuite, même temps ça rend super bien. Faut pas avoir le mmh, vertige, mais ça rend super non, bien. c'est clair. Après, par exemple, on a regardé un petit peu les différents modèles d'escalier et j'avais adoré, les marches, volantes ou l'escalier suspendu. Les Donc escaliers ça, c'était un suspendus. truc, je me suis dit: «Je le veux». Et en fait, OK. donc ça a été que des petits coups de cœur comme ça, mais au final, il y en a pas tant, hein. Je sais pas, je dois avoir eu 4 gros coups de cœur dans la maison et le reste, ça s'est fait un petit peu, voilà, comme tu disais, selon le terrain. Par exemple, on a une buanderie, une salle de jeu, qui sont semi-enterrées avec la chambre d'amis. Ça, c'était pas forcément un choix, mais j'ai pas vraiment eu le choix parce que la maison s'apprêtait comme telle.
Donc voilà, il y a eu des petites choses qui sont faites un petit peu naturellement selon l'environnement et cetera et d'autres choses où vraiment je me suis dit: Je veux ça, je fais tout pour l'avoir, OK, donc c'est l'escalier l'idée». suspendu, la Mmh. dalle de verre, elle donne où Ouais. la dalle de verre? Ça donne de l'étage et en dessous, ça donne sur quoi? Alors, du coup, la dalle de verre, elle donne, à l'étage des enfants, donc sur leur mezzanine et elle D'accord. donne sur, la salle à manger, le salon. Donc on les OK, voit passer avec leurs petits pieds, avec leurs petits pieds, trop mignons. Ouais. Et c'était quoi les 2 autres coups de cœur auxquels tu n'as pas dérogé? Alors ensuite, le troisième coup de cœur, ça a été les garde-corps en verre, de partout dans la maison, la terrasse D'accord. extérieure comme, la mezzanine intérieure. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et j'avais un petit peu regardé les prix en matière de devis et du coup, on les a fait nous-mêmes. Oui, parce que donc les garde-corps en verre dont tu parles, c'est ceux qui sont donc du verre trempé qui tient tout seul, enfin, quand je dis «tout seul» entre guillemets, avec seulement une base qui tient la plaque de verre et il y a pas de montants ni horizontaux, ni, verticaux en haut ou entre les parois. C'est vraiment une base qui vient tenir ça, donc ça demande un verre assez épais et effectivement, en Mmh. général, ça coûte cher. Et le quatrième coup de cœur, c'était quoi? Et le quatrième coup de cœur, c'était la maison à toit plat. C'était vraiment quelque D'accord. chose qui m'inspirait, je trouvais ça trop beau et donc du coup, ben, ne pas avoir de charpente et avoir à la place, de bons étancheurs. Des bons étancheurs, effectivement, c'est très, très important pour ne Ça, c'est pas avoir, important parce que c'est vraiment la d'infiltration. ah bah, oui, c'est vraiment la base, d'une maison, type, toit plat, carré. Mmh. Oui, tout à fait. Une belle maison contemporaine. Donc là, le plan, s'affine avec l'architecte, tu arrives à implanter tous tes coups de cœur, toutes vos envies, le nombre de Mmh. chambres, et cetera. Elle fait combien la maison, en surface aujourd'hui? Elle fait, 192 m². Elle fait 104. 192 m², mouais et donc du coup, on a alors à l'époque, on n'avait que 2 enfants, donc on D'accord. a fait une suite parentale et 2 chambres pour eux et bébé 3 est arrivé. Ah, Ah! surprise! Surprise! Donc du coup, bah, on a les 2 garçons qui sont dans une chambre et notre fille du coup qui est dans une chambre à part et la D'accord. mezzanine, on s'est rendu compte aussi donc j'en parlais dans un dernier réel là sur, Oui, je l'ai vu se passer ouais, celui-ci. tout ce au bout de 3 ans, enfin là, ça va faire 3 ans au mois de mars, donc on a 2 ans et demi on vit ici depuis 2 ans et demi et on s'est rendu compte en fait qu'il y a des choses qu'on a voulu et qui finalement, sont pas si essentielles. Donc là, vous allez vous engager dans la création d'une troisième chambre qui vous manque, du coup? Parce que la chambre d'amis peut Alors pas faire? elle exactement ce que j'ai elle ne manque pas réellement. On a une chambre d'amis en bas, donc si vraiment on voulait, on pourrait mettre notre fils, dans la chambre d'amis et lui faire sa chambre à lui. Sauf que c'est vraiment sympa d'avoir une chambre d'amis. On reçoit beaucoup, Ouais. ça c'est vraiment un must have vraiment. Si on a la possibilité, vraiment, c'est quelque chose que je recommande fortement. Mettre une chambre d'amis qui en plus peut générer de l'argent parce que pour le coup, on la met en Airbnb. Oui, bah, c'était une de mes questions suivantes. Ouais. Tu me devances dans toutes mes questions. Du coup, en fait, votre chambre d'amis est, accessible de l'extérieur et vous sert de Airbnb régulièrement? Alors exactement, donc dans la partie, du sous-sol, alors semi-enterré, donc le rez-de-chaussée, on a en fait donc la buanderie comme je disais et la chambre d'amis avec le garage et cette chambre d'amis du coup elle a une entrée totalement indépendante, donc on a une baie vitrée qui s'ouvre et se ferme. Bien évidemment, il y a une porte intérieure qui mène à la maison, mais du coup je la condamne quand on reçoit du monde ou des Airbnb et ils ont du coup, une entrée et une sortie totalement indépendantes et OK. mine de rien ça génère de l'argent donc pour le coup je l'ai, hyper bien décoré. J'ai essayé de faire quelque chose un petit peu pas de haut standing mais, plutôt, cocooning, couple ou, un peu logement, d'exception, je dirais. Donc je l'ai mise un peu cher, mais l'idée, c'est vraiment de la louer peu et bien. Mais bien. Voilà. OK. Et ça, c'était quand tu as dessiné ton plan, vous avez fait cette chambre d'amis et c'était déjà la réflexion à l'époque ou pas du tout? Ou c'est venu Totalement. un peu ouais, Non, non, c'était vraiment la réflexion. Je me suis dit en fait, non. Alors en dessinant les plans, je me suis dit: «Ah, on devra faire une chambre d'amis en bas. Ah bah super, on pourra la mettre en Airbnb». OK, c'est Ouais, arrivé comme ça. c'est arrivé comme ça, ouais. Hyper bien, mais oui, c'est malin, hein, quand on a un espace grand, quand on reçoit beaucoup, mais on n'a pas des amis toutes les semaines, tous les Mmh. week-ends non plus, Mmh. même quand on reçoit souvent. Du coup, c'est hyper bien et ça peut payer, des petits travaux, des voyages, Exactement, une exactement. partie du prêt, la taxe foncière, tout ça. C'est ça, exactement. Donc là, vous avez validé le plan, vous avez votre permis, vous savez que vous allez faire, des choses tout seul. Qu'est-ce que vous décidez de garder exactement et qu'est-ce que vous dites: «Ah ça, on peut pas lésiner dessus, il faut absolument que ce soit des artisans qui s'en occupent. Nous, on sait pas faire, on n'a pas le temps». Voilà. Comment vous faites les arbitrages entre ce qui est confié à des pros et ce que vous allez pouvoir faire? Parce que vous aviez rénové la maison en région parisienne, donc vous Mmh mh. aviez déjà, mis vos mains, dans le placo, dans le
Cambly? Alors non, on avait fait rénover, à Ah Paris, OK, on vous n'avait rien aviez fait pas par fait nous-mêmes. tous les travaux Non, non, vous-même? non, D'accord. on a été, investis avec, les artisans parce qu'on les a beaucoup aidés, mais en aucun cas on a fait les choses par nous-mêmes, non. Donc à Paris, vous aviez fait rénover, Mmh. c'est ça? En vous investissant avec les artisans Exactement. et dans celle aujourd'hui, vous avez fait des choses vous-même ou pareil, vous Ah êtes, oui! Non, non, si, si, dans ouais, celle-là, on a fait beaucoup de OK. choses par nous-mêmes, bien sûr. Donc comment vous avez Alors fait les arbitrages? alors du coup, on s'est dit que tout ce que déjà qu'on connaissait pas du tout, type électricité, on s'est dit bien évidemment, on va prendre des artisans de confiance et faire le travail. Pareil pour la plomberie, c'est beaucoup trop dense et puis on voulait pas s'aventurer dans, des dégâts dans les années à venir. Quand on Mmh. sait pas, on ne sait pas. Par contre, et aussi pardon, la maçonnerie, donc tout ce qui est le corps ou gros œuvres de la maison, carrément, on s'est dit que c'était important de le faire faire par des gens, du milieu et surtout pour avoir, la décennale qui, mine Oui, de rien, est hyper importante quand on se lance, dans un projet de vie. On a laissé en fait, pour, notre part, donc on s'est dit qu'on allait faire tout ce qui était travaux, presque superficiels, mais en tout cas qui apportaient quand même, de réelles économies. Les garde-corps, comme je le disais tout à l'heure, c'est nous qui les avons, montés. Tout ce qui est, décoratif, par exemple le béton ciré, c'est quelque chose qu'on a appris à faire par nous-mêmes et qui nous a ouais. aussi, permis d'avoir une jolie économie. Mais ça Les coûte cher à faire le extérieurs, béton ciré, hein. bien Quand on le sûr. fait faire par un artisan, il y a tellement de Mmh. couches et de temps passé que ça coûte, C'est ça vite et cher. puis mine de rien, ça nous a fait aussi économiser, on s'en rend pas compte, mais du carrelage qu'on n'a pas acheté et un carreleur qu'on n'a pas payé. Ouais, Donc ça a apporté aussi, une économie, à ce niveau-là. Les extérieurs, on a vraiment été à fond et c'est nous qui avons tout fait parce que déjà on n'avait plus le budget et que c'était ouais. vraiment, secondaire. Donc on a Oui. tout fait par nous-mêmes. On a fait le béton désactivé par nous-mêmes à l'extérieur. Waouh, On a fait les OK. dalles par nous-mêmes. Avec l'aide quand même de mon papa qui s'y connaît un petit peu. On va pas non plus, dire qu'on a tout fait tout seul parce que c'est quand même cool d'avoir, un connaisseur à côté, qui est vraiment, les idées un petit peu du métier. Ouais. Donc plein de conseils à droite à gauche, plein de copains aussi qui sont dans le bâtiment qui nous ont conseillés. On a posé aussi les couvertines tout seul. Les couvertines, pour rappel, c'est, les petits chapeaux en aluminium qu'on vient, mettre, par-dessus ce qu'on appelle les accrotteurs. Donc les accrotteurs, ce sont les petits murs qui, font entre 20 et 50 centimètres, en fait, sur les toits plats, qui font le pourtour. Parce que derrière, en fait, il y a une pente, il y a soit un goudron qui va faire l'étanchéité, ça peut être de l'EPDM qui est un quelque chose en caoutchouc ou alors une membrane, en étanchéité à froid qui va, recouvrir tout le toit plat et remonter sur les côtés et la couvertine vient protéger la maçonnerie, pour pas que l'eau, s'infiltre et l'évacue. Donc ce sont des pliages en aluminium, souvent, de la couleur des menuiseries, donc chez toi, elles doivent être, grises ou, foncées dans Noir, un ouais. râle foncé. Donc ça, vous l'avez posé tout seul, Mmh, après que l'étancheur soit venu faire vos toits plats? exactement. Du coup, ça fait aussi une économie en matière, d'étancheur. Mmh, Ouais, en fait, les couvertines, ça peut se commander. Vous les avez commandées chez un fournisseur pour avoir les bons pliages? Comment vous avez fait? Est-ce que tu peux nous exactement, ouais. expliquer un petit peu juste pour ceux qui voudraient poser leurs couvertines tout seuls? Oui, alors du coup, il faut prendre des mesures un peu, précises, bien évidemment et ensuite aller directement chez le fournisseur pour, demander, ben, des cotes, et les pièces adéquates et ensuite, ben, on est venu du coup, faire le travail, par nous-mêmes en collant, en faisant des joints aussi parce qu'il y a des joints Oui, qui sont important à faire. obligatoires, importants à faire, Mmh, pas que ça s'infiltre, dans des longues longueurs, pour le coup. tout à fait. Moins pour les fenêtres, les appuis de fenêtres, mais en tout cas pour, tout ce qui était rebord de terrasse et les rebords en effet du toit plat, au-dessus. Ouais, donc le fournisseur, en fait, les plie en fonction, des codes qu'on lui donne Mmh mh. et effectivement, c'est important que ce soit bien étanche, sinon ça crée des infiltrations et puis c'est pas les infiltrations qu'on va voir tout de suite. En plus, c'est des choses un C'est peu ça, insidieuses qui ça se vont crée au rentrer dans long la terme. maçonnerie avant de se voir sur le placo et c'est pas des bonnes surprises. Donc les menuiseries extérieures, c'est vous qui les avez posées ou vous les avez fait faire aussi? Gros regret, du coup, on les a fait faire. Ah ouais, pourquoi, Al gros regret? alors alors pour le coup, ça a vraiment été, le défi, un peu du projet et le problème qu'on a eu, c'est que, notre, menuisier, qui avait été du coup, recommandé par notre architecte, donc on est un peu allé à l'aveuglette pour le coup, a posé bilan en cours de maison. Ah mince, Mmh, d'accord. donc du coup, c'est celui qui nous a un petit peu, allongé nos délais. On devait, s'installer beaucoup plus tôt. Il a fallu, 6 mois de rien parce 6 que, mois de rien. mouais, 6 mois de rien vraiment où le Ah waouh! chantier a été totalement à l'arrêt puisque
L'électricien et le plombier, et le plaquiste ne voulaient pas travailler dans une maison qui était pas, hors d'eau, hors d'air, Mais non. naturellement. Mmh. Et on était en attente de lui-même savait pas trop, s'il allait fermer son entreprise, comment ça allait se passer. On lui avait déjà payé, la moitié de sa prestation, de C'est ce son que j'allais vous dire, vous aviez ouais, versé un acompte, et cetera pour qu'il passe la commande? exactement. Donc de base, on devait en avoir pour 26 000 € de menuiserie. Il avait déjà eu 13 000 € et ce qui était plutôt bien de base avec cet artisan, c'est qu'il le faisait par lui-même. Donc il achetait, les profilés et l'alu, dans une marque française, j'ai oublié le nom, Reno? Ou je sais plus. Une marque de profilés, de menuiserie française, donc D'accord. plutôt, bien réputée d'ailleurs, super qualité. Il était moins cher aussi que d'autres artisans puisqu'il faisait par lui-même. Il y avait Oui, pas une tierce, personne dans le triangle, c'est vrai. commercial des fenêtres. Donc il a commencé avec ses 13 000 € à, construire nos fenêtres. Il devait aussi faire les volets et la porte de garage, sauf qu'entre-temps, je pense qu'il s'en est mal sorti avec sa trésorerie et qu'il a du mal gérer les choses. Donc Ouais, il nous a quand même demandé 5 000 € de plus en nous disant qu'en fait, il était en train de terminer, mais que s'il avait pas plus d'argent, il ne pourrait pas aller plus loin. Donc on a pris le risque de lui donner 5 000 € de plus, en se d'accord. disant: «C'est soit on perd 13 000 € et on n'a rien du tout, soit on lui fait confiance une dernière fois, on lui donne 5 000 €, on a 18 000, mais peut-être qu'on aura quelque chose». Et en effet, Et on a fait le bon choix puisqu'il est quand même venu monter les fenêtres. d'accord. Donc il a monté les fenêtres, toutefois pas de volet, pas de porte de garage et là, plus de nouvelles du tout. OK, donc il avait fini vos fenêtres comme il vous avait dit, donc ça il s'était tenu, il a livré, il a posé, mais vous Mmh, aviez pas les volets, pas le reste. Donc pas le vous reste aviez et là dépensé les 18 000 sur les 26. Est-ce que la mmh. différence elle correspondait à ce qui manquait ou pas du tout? Ah non, pas du tout, Oui. hein, ouais. Non, non, il y avait déjà rien que la porte de garage, elle devait valoir, je sais pas, dans les 3 000 € déjà. Les volets, c'était aussi un autre gros billet, non, non, pas du tout. Et donc du coup, alors dans notre malheur, on a eu de la chance puisque les quelques fenêtres qu'il a posées, enfin les quelques, il y en a quand même 22, hein. Les 22 fenêtres qu'il a quand même C'est pas posées. c'est pas quelques fenêtres, Oups! 22 fenêtres. Oups! Oups! Les 22 fenêtres qu'il a posées, elles étaient mal posées et Ah donc du merde. coup, merci les dommages ouvrages. Donc on peut peut-être en parler, mais Oui, oui, parce la que vous dommage aviez souscrit ouvrage à la dommage ouvrage. Il y a plein de gens qui zappent cette étape et vous alors, avez c'est une je t'ai pas posé la question tout à l'heure parce que des fois les gens la prennent pas, donc je suis contente de savoir que tu l'avais, prise. Je te laisse finir parce qu'après je vais avoir une question. oui, pas de problème. Alors, du coup, en effet, la dommage ouvrage, nous, pour le coup, on n'a pas trop eu le choix et je crois qu'il y a de moins en moins le choix avec les banques. Parce que quand on a un prêt, immobilier, je sais pas, tu me diras si je me trompe, mais ça devient de plus en plus une obligation chez certaines banques. Alors en fait, la dommage ouvrage, je vais faire un rappel, j'en profite. Petit rappel, la dommage ouvrage est obligatoire, point. C'est pas elle devient obligatoire, c'est la dommage ouvrage est obligatoire quand on, fait un projet. Quand on ne la prend pas, parce que en fait, il y a aussi des banques qui vous font, faire des papiers pour ne pas la prendre. Quand on ne la prend pas, on devient responsable de son projet pendant 10 ans. Ah. C'est-à-dire que l'assurance dommage ouvrage, tu vas nous expliquer comment ça a fonctionné pour toi, mais Hein, en hein. gros, elle chapeaute toutes les décennales. Donc quand on fait appel à des artisans, il y a, des décennales et quand un artisan fait défaut, la dommage ouvrage, elle vient prendre le relais, et même quand un artisan fait pas défaut, mais c'est un artisan qu'on ne peut plus voir en peinture, la dommage ouvrage nous donne l'argent pour, faire les réparations, nécessaires parce que, la maison n'est pas habitable et sa structure, par exemple, peut être touchée et l'assurance dommage ouvrage, c'est obligatoire, en fait. On voit beaucoup sur internet la dommage ouvrage, vous êtes pas obligé, nanani nanana. Si, c'est une Ah. obligation et si vous le faites pas, et ben, si par exemple, tu avais vendu ta maison au bout de 2 ans, qu'il y avait eu un souci sur tes fenêtres ou que tu vends ta maison avant les 10 ans, ben, les propriétaires sont en mesure de venir te voir et te dire: «Ben, nous, on a un problème avec les décennales et avancez-nous l'argent». Ils vont te demander à toi, ex-propriétaire, de fonctionner comme la dommage ouvrage. Mais c'est Mmh. top que vous ayez réussi à en avoir une avec, les choses que vous avez fait par vous-même. Oui, non, c'était vraiment une obligation et on a eu une dommage ouvrage, mais pour le coup, elle a été, appliquée aux artisans et à leur décennale. Oui, Donc c'est ça, bien exactement. évidemment, là, la dommage ouvrage, elle ne prendra pas en considération les garde-corps qu'on a fait Non, nous-mêmes. Non, c'est exactement, c'est vraiment ça, par rapport aux artisans choisis et à leur décennale qu'on a dû, donner, en amont. tout à Et fait. du coup, donc le menuisier en faisait partie, fort heureusement. Donc par contre, là, ça a été hyper long et c'est pour ça, du coup, que ça a repoussé, ces fameux, 6 mois de délai là dont je parlais tout à l'heure. On a eu, plein d'experts qui sont passés, qui ont constaté de la malfaçon, de la pose des fenêtres.
Il y a eu ensuite un économe de la construction qui est passé pour chiffrer du coup, Trop bien. les différents, ouais, travaux à réaliser, les volets, la porte de garage. Donc là, c'était de l'harcèlement de mon côté parce que j'ai l'impression qu'on n'avançait pas. Bah, c'est Alors eux, bien frustrant. sûr, c'est frustrant. Alors eux, bien sûr, ils sont dans leur boulot et l'économe, j'imagine, il doit être submergé de plein de dossiers. Mais en fait, toi, quand tu es dans ton projet et que tu vois que tu as pas de nouvelles de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu dis: «Attends, ça va où là?» «Eh dis donc, ils m'ont oublié!» Heu, ah ouais, donc je l'ai harcelé le pauvre. Finalement, on a eu les devis, ils se sont, plaqués sur un devis. On a pu du coup réparer nos fenêtres, commander de nouveaux volets, commander, une nouvelle porte de garage et terminer, Oui, 6 parce mois que plus du tard. coup, l'assurance dommage-ouvrage vous a donné les sous qui manquaient, donc suite à l'estimation, en fait, de l'économiste. Donc vous avez pu, fonctionner parce que la décennale de votre, menuisier était, bien couverte et vous avez déclenché votre assurance dommage-ouvrage pendant le chantier, ce qui est possible. On entend aussi beaucoup Oui. que c'est pas possible, qu'il faut Mmh. attendre que la maison soit finie. Mais Anthony Pinto, qui est passé aussi dans le podcast et qui est avocat, le répète régulièrement, l'assurance dommage-ouvrage peut fonctionner pendant un chantier selon, ce qui vous arrive et c'est votre cas. C'est hyper intéressant, je pense que ça peut en aider certains qui Mmh. écouteront l'épisode, mais comme quoi l'assurance dommage-ouvrage, ben, parfois on la paye pas pour rien. Si je peux me permettre, vous C'est l'avez ça. payé combien? C'est ce que j'allais dire. Donc au début, quand on a fait notre estimation et qu'on nous a dit: «Bon, bah, la dommage ouvrage», donc on avait pris une courtière en assurance qui nous avait trouvé, 3 000 €, un devis à Oh, 3 000 €. c'est vraiment pas mal pour un Donc c'est ouais, vraiment proportionnel au nombre de mètres carrés. Donc elle, alors par contre, elle a été mais géniale, hyper investie. Donc pour le coup, on est parti avec une assurance qui est en Alsace. Donc pour vous dire, c'est vraiment pas à côté de la maison, mais maintenant tout se fait, par internet, par, mail, par téléphone, donc peu importe, pratique. l'endroit où l'assurance est. Mmh. Donc un super prix et franchement, ils ont été mais super réactifs. Elle comme, la dommage ouvrage qu'on a prise. Donc c'est vrai que OK. sur le coup, on avait un peu les nerfs, hein, on peut le dire, de mettre 3 000 € dans ça, en se disant: «Pouah, c'est 3 000 € de plus qu'on n'avait pas compté avec l'architecte», par exemple. Et finalement, on s'est dit: «Mais merci, quoi. Merci». Beh, oui, parce qu'elle vous a enfin là, donc vous avez payé l'assurance dommage-ouvrage Mmh mh. de 3 000 € et combien elle vous a, donné pour finir, et Et reprendre donc toutes les menuiseries? c'est ce que j'allais dire ensuite. En effet, pour le coup, notre devis donc de toutes les menuiseries était de 26 000 €. Sauf qu'entre-temps, bah, du temps s'était écoulé. Il y a eu la post-covid qui est arrivée avec une hausse des matériaux. Donc je Ouais. pense que ça, pour le coup, ça a beaucoup, défavorisé notre menuisier, hein. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a Ouais, ils pas ont pris cher les réussi, artisans à cette, ah, c'est ça. période-là avec les devis Mmh, signés. Ouais, c'était très, très compliqué. Puis c'est l'alu, ça. je pense que tu as des baies en alu. L'alu a pris Mmh. des trucs comme 30 et il y avait énormément de matériaux qui prenaient, qui le plâtre avait pris, le placo avait pris des proportions, c'était C'est hyper dur pour exactement les ça. Donc je entreprises. pense qu'il a dû faire des devis, un peu avant la covid, avec des prix qui étaient, jusqu'alors possibles. Et il s'est Oui, retrouvé en fait avec une hausse, des matériaux, juste plus gérables. Et donc du coup quand, la dommage ouvrage, enfin du coup, l'économiste de la construction ouais, est venu, économiste. Mmh. lui pour le coup, il nous a estimé, le tout à 43 000 €. Oh la vache! Mmh. Et en effet, c'est bien ce qu'il a fallu, hein, pour tout rattraper, pour, recommander du coup, les volets qui avaient pris mais, une hausse. Je crois qu'au début, on en avait pour 6 ou 7 000 € de volets. Entre-temps, c'était à 14 000 et ça a été, l'un des devis les moins chers qu'on ait pu avoir. Donc vraiment, là aussi, nickel, bien, les devis étaient vraiment adaptés et la dommage ouvrage prend aussi en compte cette hausse, mine de rien, qu'il peut y avoir, dans les mois, années à venir. Donc Oui, parce pas qu'elle négligeable. chiffre les travaux à faire au jour J, pas au Mmh, prix de il y a 8 ans. Non, hein, c'est aujourd'hui combien ça coûte de réparer les dommages sur la maison qui rendent la maison inhabitable, pas finissable et cetera et elle paye, à vous, donc c'est à vous qu'elle donne l'argent en plus, hein. C'est pas, à des artisans directs que vous auriez potentiellement choisis. L'assurance dommage ouvrage indemnise le propriétaire, de la maison qui peut ensuite lui choisir l'artisan. exactement. Ah mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, je n'avais pas vu ça sur ton compte. Alors j'imagine que tu en avais Ah, peut-être j'en ai parlé à parlé, ouais. l'époque, Ouais, ouais. mais je te suivais pas quand tu as construit il y a 3 ans, donc je n'ai pas vu cette histoire de déo. Je ne suis pas remontée assez longtemps dans tes posts, Ouais. J'ai mais fait un réel hyper il y a pas intéressant. si longtemps que ça sur les menuiseries, donc pour parler de la déo aussi, ouais. J'essaye tout le temps de refaire, des vidéos et des réels sur des choses passées du départ parce qu'il y a beaucoup de monde qui me suit pour le coup, et qui viennent d'arriver et donc j'essaie de remettre un petit peu en spirale, des infos qui pourraient aider, un max de monde.
Bah, écoute, c'est super, super chouette. Donc là, donc vous êtes rendus au à 2 doigts du hors de hors d'air, donc gros stop sur le chantier. Là, c'est un artisan qui vous fait les fenêtres ou vous décidez de les poser vous-même? Ou, vous restez sur votre position initiale, à savoir: «On prend les artisans qui savent faire» et là, avec une entreprise, du coup, qui pouvait vous le faire et qui n'allait pas fermer? Exactement, non, non, on a pris une entreprise qui est venue rattraper le tir et mettre les volets. Volet, porte de garage, la maison est hors de hors d'air. Ouf! Ouf! Gros soulagement. Tu m'étonnes après 6 6 mois à mois, 6 mois! courir après Ah non, les mais on assurances. après avec du recul, en vrai, on se dit, 6 mois, c'est rien dans une vie, c'est rien. Mais Mmh. quand on le vit, Ah c'est chaque horrible. jour paraît une éternité. Ah mais j'ai eu des crises, mais de nerfs en me disant: «Mais les gens se foutent de nous, quoi». Lui à pas répondre au téléphone, la dommage ouvrage donc a été hyper, pour le coup réactive, mais l'économiste qui répondait plus, enfin, vraiment on a l'impression que le temps mais s'allonge, oh là là. Ouais, oui, oui, bah, c'est hyper c'est puis c'est frustrant et puis nous C'est on frustrant. paye des loyers en attendant et puis, Exactement, exactement. on se dit: «Mais on va jamais finir cette maison». C'est Mmh. intéressant que tu dises qu'avec le recul, c'est entre guillemets «pas si terrible» 6 mois. En plus, Oui, vous en êtes super bien, sortis, soyons honnêtes, c'est pas toujours le cas, mais là, vous avez c'est eu vrai, énormément c'est de vrai. chance, merci la déo. Donc, OK et le chantier reprend. Là, vous faites venir, isolation, vous avez fait vous-même ou pas? Parce que ça, c'est un lot qui est assez f entre guillemets «facile» si on s'y prend bien et qu'on fait bien attention à ce qu'on fait, on est bien d'accord. Est-ce que ça, c'est un lot que vous avez gardé pour vous ou pas du tout? Non, pas du tout. On a pris aussi un artisan pour l'isolation, tout simplement parce qu'on a un vide sur ces jours, mais Oh! Mais oui, énormissime. il faut aller Là, c'est isoler là-haut. Ah ouais, donc là, c'est le gros échafaudage. Je pense qu'on n'avait vraiment pas les épaules pour. On a OK. vraiment gardé, cette histoire de autoconstruction pour tout ce qui était accessoire en plus, décor vraiment, qui serait pas un problème au long terme. Je sais pas si je me suis bien exprimée. Si, Vraiment c'est tout ce hyper qui est, intéressant. mmh, tout ce qui est vraiment voilà, il y a un risque, notre maison, on veut pas qu'elle soit pas viable, d'ici quelques années. On fait confiance, on délègue, on donne aux artisans, c'est leur métier, ils ont un savoir-faire. Vaut mieux payer vraiment la somme dite et avoir, quelque chose de qualité au long terme plutôt que de se dire: «OK, allez, j'essaye, je vais y arriver» et se retrouver avec plein de malfaçons par la suite. Ouais, des malfaçons, des ponts thermiques, tu vois? Là, on parle de l'isolation, une isolation mal mise, ça peut être un coin, qui moisit parce que en Mmh, fait, l'isolation est pas bonne à cet endroit-là, donc entre le chauffage de la maison, les gens qui vivent dans la maison, le chaud, le froid, dedans, dehors, ça crée, de l'humidité dans les parois et en fait, c'est là où ça peut, éventuellement, piquer. Donc oui, vous avez gardé des finitions et des choses, qui n'ont pas d'impact sur l'habitabilité de la maison, on va dire. exactement. C'est ça? Par exemple, quand, le plombier a fait le plancher chauffant, pardon, Mmh. nous, on s'occupait de la dalle. Donc ça, c'était quelque chose De qu'on la chape? de la chape, exactement, ouais, des chapes OK. intérieures et aussi des dalles extérieures, du béton désactivé. Donc ça, c'est des choses qu'on se sentait capable de faire. Ouais, On avait lu, on s'était renseigné, on avait eu des conseils et cetera. Donc là, c'était quelque chose qui était, plus, envisageable. envisageable et vous étiez Mmh. accompagné par les artisans qui comprenaient que vous aviez besoin de faire des économies et donc le plancher chauffant, voilà, de toute façon, le plancher chauffant, il coule rarement la chape, hein, c'est le carreleur qui arrive après. Donc le chantier, il a duré combien de temps en tout? Alors en tout, du coup, notre chantier aura duré 2 ans. Ce qui est long et à la fois pas tant pour une maison de 192 mètres carrés avec le 6 mois d'assurance et de Mmh. couac, c'est pas si terrible et 2 ans, jusqu'au moment où vous rentrez dans la maison ou 2 ans jusqu'au moment où vous commencez à faire les travaux pour finir la maison avant de rentrer? Non, non, vraiment 2 ans, terminés, prêts à meubler. Mmh. Ça inclut les travaux que vous avez, faits. Vous avez mis combien de temps à faire les travaux qui restaient à faire quand tous les artisans ont fini? J'ai vu aussi que vous avez fait vos enduits extérieurs tout seul. Oui, C'est quoi que vous avez fait exactement tout seul et ça vous a pris combien de temps de finir tout ça? Parce que vous bossiez à côté? ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Comme je disais, je suis prof, donc j'ai quand même pas mal de vacances, on va pas se mentir. Oui, Donc c'est vrai que les par exemple, les vacances, d'été ont été, top parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui sont, en vacances forcément, donc c'est un peu plus lent. ouais, Donc là, on a pu, nous, de notre côté, faire plein de choses. L'échappe, du coup, début d'été et le carreleur a pu venir d'accord. ensuite en septembre. Hyper bien, les chapes ont bien Ouais, c'est séché. ça, exactement Très et bien de faire les chapes avant l'été, c'est un des meilleurs il y moments. a eu en effet un mois et demi de battement, hein, où, rien n'a vraiment commencé. Par contre, on a eu un plaquiste qui a été hyper rapide, ils sont venus à 10. Oh Waouh! waouh! Donc c'était une équipe de choc d'ailleurs, je leur ai dit: «Oh les gars attention parce que moi je suis pas habituée à ce que ça aille si vite, hein. Ouh là là, vous me prenez au dépourvu!» Ah ouais, non, non, le plaquiste, il a été mais, hyper rapide. Il est arrivé, tout début septembre, ils se sont coordonnés avec, le carreleur.
et ensuite le peintre. Et là, pour le coup, mais ça allait vraiment, vraiment vite. Je crois qu'en un mois, la maison, elle avait totalement changé de visage intérieur. Ah puis cette étape-là, elle peut aller et Mmh, vite ou pas, parce qu'en plus tu as donc le plaquiste qui va railler, mais tu as ton électricien qui passe entre-temps. Ça, c'est une période qui est un peu compliquée parce que l'électricien, le plombier, le plaquiste, s'ils ne se coordonnent pas et que toi, tu arrives pas à le faire faire si tu fais ton suivi de chantier tout seul, ça peut être interminable parce que si ton électricien passe pas, bah, le plaquiste revient pas. Si le plombier est pas passé, le plaquiste revient pas. Et en fait, tu peux vite tourner en rond. Donc là, ils se sont tous les 3 coordonnés pour avancer afin que le carreleur, lui, puisse venir faire ses trucs une fois le placo, posé, quoi. exactement, ouais. En plus, on a plusieurs niveaux, donc ils ont réussi à se coordonner sur, bah, voilà, on va travailler sur l'étage numéro 1, vous gérez sur le 2, après on échangera. Donc non, non, à ce niveau-là, top pour la coordination, ils ont vraiment été, géniaux. Et tu disais que vous avez fait beaucoup de béton ciré, donc le Mmh. le carreleur, il a fait quoi exactement? Alors le carreleur, pardon, il a fait, le carrelage au sol, donc sur la chape qu'on avait, coulée, tous les Mmh. sols, au rez-de-chaussée, au premier étage et sur la mezzanine, la chambre des enfants à l'étage. Et ensuite, D'accord. nous, on a fait du coup, le béton ciré, dans, les pièces d'eau, donc la chambre d'amis, la salle de bain de la chambre d'amis. Donc c'est là où j'ai appris. Ensuite, on a fait aussi du béton ciré dans la salle de bain de la suite parentale. Et du coup, D'accord. là, je lui ai dit aussi d'enlever les escaliers, que je voulais me perfectionner et faire les escaliers en béton ciré. Là, par contre, je me suis un peu craquée, donc c'est quelque chose qu'il faudra que je rattrape, dans, les mois à venir, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, C'est l'escalier qui va au sous-sol c'est ça, peut-être? c'est l'escalier qui va de la porte d'entrée et qui monte aux pièces de vie. En fait, D'accord. je m'étais bien lancée, ça allait super bien et à la fin, j'ai un peu manqué de produits, donc j'ai voulu faire quelque chose, ça a été un peu du freestyle. Ah Ouais, mince. mince, mais c'est pas grave, tout se OK. rattrape. C'est ce que j'ai raconté, j'en parlais avec, des gens qui me suivent sur Instagram, avec le dernier réel là que j'ai fait sur les inconvénients de notre maison ou les choses qu'il faut pas reproduire pour le coup. Je disais: «Mais en fait, il y a que des solutions». Alors certes, c'est du temps passé en plus, c'est peut-être aussi un petit peu d'argent, quoi, ça dépend. Des fois, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher, mais là, voilà, par exemple, mes escaliers en béton ciré, j'ai voulu faire une forme, en fait, en faisant un peu de texture, vous voyez? Et en fait, il s'est avéré que D'accord. la saleté, elle rentre, trop facilement. Donc du coup, ça s'infiltre, ça fait un peu cracra, vraiment, c'est dégueu. Mais Ouais, et puis c'est l'escalier de l'entrée, c'est donc ça, donc c'est l'idée, c'est on passe vraiment potentiellement avec ses chaussures. c'est ça, voilà, exactement. Quand on reçoit du monde, par exemple, ben, ça me dérange pas qu'ils gardent leurs chaussures parce qu'on rentre, on sort, on va dehors, on repart, enfin. Et donc là, on s'est dit que, bah, en fait, ça va prendre du temps, mais pas vraiment d'argent parce que je pense qu'il faudra vraiment que je ponce correctement et que je révernisse. Il y a que des solutions, il y a que des solutions. Oui, c'est après, quand tu bricoles toi-même, tu peux être amené à refaire des trucs parce que tu as progressé, Oui, parce que tu étais fatigué, tu en avais un peu marre et donc bah, tu as fait les dernières couches, trop vite et cetera et puis le béton ciré, c'est vrai que si c'est, un peu poreux, ça devient, comme tu dis, vite, mmh mh. cracra. Donc le carreleur, il a fait tous vos sols et le béton ciré est au sol sur l'escalier qui va de l'entrée à la pièce de vie. Mais en fait, sinon, dans vos salles de bain, c'est vraiment les murs, qui ont tous été faits au lieu de la faïence, en fait, c'est là que vous avez économisé. Au lieu de la faïence, vous avez mis du béton ciré, c'est ça? Exactement, exactement. Et dans tes autres salles de bain, c'est bon? Il y a pas de cracra, Non, ça s tu arrives à tout nettoyer tes douches comme il nickel. faut et tout? Donc vous avez super bien bossé parce que pour garder des choses, aussi importantes, enfin voilà, le béton ciré, c'est pas hyper rapide à faire puisqu'il y a plusieurs couches et cetera. Il y a aussi, la chape qui n'est pas rien. Les fameux garde-corps et la dalle en verre, vous avez fait comment? Mmh, Comment vous avez, réussi à économiser là-dessus, bah, pour rentrer dans votre budget? mmh. Alors du coup, on avait, tout d'abord fait des devis et on s'est rendu compte que, bah, mine de rien, on avait pas mal de mètres linéaires et que ça chiffrait. Je crois qu'on était sur un budget à 18 000 € pour, notre, balcon donc de terrasse extérieure, le balcon de la mezzanine et les garde-corps qui allaient du coup, maintenir ou en tout cas, préserver l'escalier, donc les garde-corps de l'escalier, Mmh. intérieur. Et là, on s'est dit: «Mais 18 000 € c'est énorme!» Donc du coup, C'est c'est beaucoup. beaucoup. Donc on s'est dit: «Ben, franchement, on va tenter. On essaie de faire quelque chose de propre, aux normes et on se renseigne». Donc on s'est renseigné, on a trouvé, un miroitier sur Lyon qui, lui, Mmh. pour le coup, vend, des plaques aux normes certifiées, mais qui ne peut pas plier ou couper. Donc c'est vraiment que des plaques, rectangles ou carrées. Là, on a mesuré en se D'accord. disant: «Bah, on prend des plaques de 2,50 m, 3 m max pour éviter que ce soit trop lourd à poser et cetera». On a, cherché des pinces sur internet, donc on est tombé sur un site, où on a pu avoir des pinces, vraiment à, très bon prix. Alors je crois que là, j'ai regardé un petit peu parce que je continue de partager un petit peu les bons plans qu'on a et ça a pris un coup, hein, on va pas se mentir, mais nous, à l'époque, c'était pas si cher.
Et du coup, donc on D'accord. s'est dit: «Ben, on essaye, on fait». Donc à plusieurs avec des copains, mon père, on a, du coup installé ces fameux garde-corps extérieurs avec, bah, des pinces, qui vont venir, perforer, au sol sur, les couvertines pour l'extérieur et puis sur, la chatte, au à l'intérieur. Et ensuite donc ces pinces, en fait, elles vont venir serrer un maximum, le verre. Donc il y a des clés, en fait, qui sont fournies avec ces pinces-là pour, serrer au maximum le verre, le pincer de façon à ce qu'il soit vraiment, Maintenu. maintenu et immobile, vraiment. Oui, ce que tu appelles les pinces, c'est les socles, qui sont en inox, C'est ça, j'imagine, c'est en inox. Ça en a vraiment inox, la c'est forme ça? d'une pince pour le coup, hein. Ça ressemble vraiment à une pince qui viendrait pincer le verre. Mais oui, c'est ça, c'est des socles. Oui, bah, oui, 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 c'est fait c'est en fait, c'est et puis c'est assez haut par contre, hein, pour justement stabiliser, parce qu'un garde-corps, pour rappel, ça doit faire entre 1 mètre et 1 m 10 par rapport au niveau, du sol pour être, aux normes et sécuritaires, et ces pinces-là, ces socles, ils vont faire, pas loin de 10, entre 10 et 12 centimètres de Ah oui, haut. oui, carrément, bien sûr, ouais, c'est vraiment, haut, hyper lourd et assez épais. Donc ils vont vraiment venir pincer le verre et le maintenir, sachant que la plaque de verre, elle est quand même, lourde. Donc Ouais. ouais. Elles font combien d'épais, tu sais me dire, juste pour qu'on se rende compte de quelle épaisseur Oui, ça demande en mmh, verre d'avoir un c'est garde-corps? ça. Donc du coup, on est partis sur du 8-8-2. Donc si je me OK. trompe pas, tu peux me corriger, mais il y a, 2 couches de 8 millimètres de verre et 2 millimètres de plastique. Heu, Un feuillage, un ouais, qui rend, c'est un peu comme vous avez dans les pare-brises de voiture, on met un feuillage au centre, ce qui fait que quand ça explose, si ça devait casser par Mmh. exemple, il y a pas du verre qui vole partout, ça reste collé, sur la partie, du milieu. Donc bah, oui, tu à presque 2 centimètres Mmh, d'épaisseur, en c'est fait. ça. Donc vraiment le verre, il est hyper épais. Mais c'est ce qui fait qu'il tient tout Et seul. ouais. OK, donc ouais, vous êtes pas mal débrouillés. Vous étiez entourés aussi, c'est important de le rappeler que vous avez pas tout fait tout seul comme tu disais tout à Mmh. l'heure, parce que l'entourage, Ça a son c'est importance. quand même hyper important. Et là, du coup, pour l'histoire des garde-corps, mine de rien, ben, on est passé d'un devis de 18 000 € à 3 000 €. Oh la vache, Donc c'est vraiment pas ouais. négligeable. Et 3 000 €, Mais tu payes la matière brute, le verre et les mmh, pinces, et puis, l'air de rien, bah, tu pas les équipes parce que pour poser ça, on vient à plusieurs gars, il y bien a, sûr. 2-3-4 personnes, il y a la livraison et cetera, donc oui, forcément. Et aussi l'économie, elle a été faite, sur, les garde-corps de l'escalier. On a du coup fait le choix de pas en mettre. Alors déjà au début par rapport au budget, on s'est dit: «On le fera plus tard dans les années à venir quand on aura un peu économisé». Et ensuite on s'est rendu Ouais, compte qu'on adore ça. Donc les gens sont sans toujours un petit ouais. peu surpris, ils me disent: «Ah mais il y a pas de garde-corps à tes escaliers, c'est trop dangereux». Mais en fait, avec, un chaudronnier et un menuisier, donc là aussi on a fait beaucoup d'économies, je pourrais vous en reparler si vous voulez, mais nos escaliers du coup, ils sont extrêmement larges et profonds. Donc en fait, on s'en rend pas compte en le voyant comme ça, on croit qu'ils sont dangereux, mais pas vraiment. D'ailleurs, on a des enfants en bas âge qui, les grimpent, très facilement, Sans sans problème. problème, et je touche Ouais. du bois, il y a pas eu d'accident, et aussi je tiens à le souligner, mais l'étage, il est vraiment que pour nos enfants. Donc en fait, personne aussi ne s'amuse à monter et à descendre, à l'étage. Oui. Faut quand même faire attention quand on met pas de garde-corps, par exemple, si on fait, sa maison avec un constructeur, alors avec les architectes, ça se voit un peu moins, mais un constructeur peut refuser de vous livrer un escalier sans garde-corps, tout simplement parce que c'est pas aux Mmh. normes. On est censé mettre un garde-corps parce que quand on a un escalier sans garde-corps, s'il y a un accident, c'est, de notre responsabilité, chez nous, parce que c'est notre maison, et si par exemple, c'est une maison faite par un constructeur, que le constructeur, il vous dit: «OK, je vous mets pas votre garde-corps, je le fais quand même si, bof», peu importe les décharges que vous aurez signées et cetera, il n'aura pas livré une maison aux normes, il peut être responsable d'un accident, un enfant qui tombe et cetera. Donc ça, faut être vraiment conscient que oui, c'est beau, on en voit, hein, dans beaucoup, d'inspirations. Non, il y a pas des accidents tous les jours. Effectivement, la preuve en est, et puis les enfants, ils sont pas non plus, bêtes à pas enfin, si ils savent le danger, leurs petits instincts fonctionnent très, très bien. Quand il y a des accidents, ce sont des accidents, et voilà, mais il faut vraiment avoir ça en tête. Si vous faites appel avec un constructeur, il peut vous refuser, de vous poser un escalier sans garde-corps parce que c'est pas aux normes. On voit moins ça avec les archis, mais eux ont la même, responsabilité, il faut le savoir. D'accord. En effet, c'est bon à Donc ouais, savoir. vous avez économisé aussi, là-dessus. Mmh. Mais c'est sûr qu'un escalier sans garde-corps, c'est joli. Je suis C'est ça. Par d'accord. contre, en effet, tu viens de le souligner, on est, extrêmement aussi, responsable de notre maison. Quand on a des invités, par exemple, je le dis aux parents: «Personne ne monte à l'étage». Mais ils le savent.
Notre Ouais. escalier est pas adapté à vos enfants. Il est pas dangereux, mais on ne sait jamais. Il suffit qu'il y en ait 2 qui se Oui, chamaillent dans l'escalier pour que, quelque chose arrive. Voilà, c'est c'est ça. ça. Donc clairement, c'est quelque chose qu'on dit, mais dès le départ, ils le savent. Donc en fait, c'est vraiment les escaliers Ça fait de partie des règles de c'est la ça maison. et c'est l'escalier de nos enfants, c'est tout. Ouais, oui, mais eux, ils sont habitués, ils le Exactement, montent tous les jours. Ils ont exactement. probablement appris à le monter, voilà, en apprenant à marcher peut-être, pour le dernier arrivé et donc ce budget initial de 300 000 €, vous avez réussi à le tenir? Est-ce que tu as fait des écarts pour tes coups de cœur ou à chaque fois tu as réussi à équilibrer en gardant des choses, pour vous? Comment ça s'est fini entre l'estimation initiale, tous vos achats? En effet, ouais, le budget, en fait, il s'est un peu, ficelé au fur et à mesure. Parce que quand on fait déjà une demande de prêt immobilier, on donne tous nos devis. Mais c'est pas forcément les devis Mmh, qu'on va garder par la suite. Ça veut dire que non. si tu te rends compte entre-temps qu'il y a un artisan qui, propose, de meilleurs services ou, un prix, plus attractif ou autre, tu peux totalement changer. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé au fur et à mesure, bah, avec aussi des connaissances des artisans qui sont venus chez nous en disant: «Ah bah, je connais telle ou telle personne, qui travaille dans le milieu, il peut venir de ma part» et cetera. Ben, on se rend compte qu'on fait des économies. Par exemple, on a fait des économies, avec le peintre. À la base, on avait prévu, 14 000 € de peinture. Entre-temps, un artisan nous a conseillé un autre peintre qui, lui, était à 9 000 € et qui a d'ailleurs été mais, excellent dans son taf. Donc voilà, on a fait quand même une économie de 6 000 €. L'air de rien, c'est pas négligeable. L'électricien, on est resté sur le même devis parce qu'il était vraiment, bon. Par contre, on a été, surpris et pour le coup, ça nous a coûté un peu plus cher en plomberie. On avait un devis qui D'accord, était, sous-estimé. Donc OK. là, un peu triste à dire et j'en parlais dans le dernier réel d'ailleurs, j'ai dû mettre de la piètre qualité pour la toute fin. Par exemple, j'ai C'est privilégié vrai, tu as publié tes ouais, robinets c'est ça. qui ont mal C'est vieilli, ça, ouais. donc pour toutes les pièces, où vraiment, il y a une grande circulation, enfin la cuisine par exemple, on a mis, un mitigeur de très bonne qualité et par contre la chambre d'amis en disant: «Bon, bah, il y aura pas trop de monde, c'est pas vraiment, la robinetterie qu'on va le plus utiliser. On peut se permettre d'acheter un truc sur internet», bah, en fait catastrophe quoi. Au bout de Est-ce que là, tu vas devoir en acheter un bah, autre? c'est ça, c'est ça. Mais bon, après c'est vraiment sans regret parce que sur le coup on était vraiment en rade et On avait on pas le n'avait pas le choix, il y choix. avait plus il y avait Voilà, on avait fait les fonds de c'était poche. ça ou pas de robinet. Donc ça a bien, Dépanner, dépanné, ça a merci. fait la job pendant Exactement. pendant Ça 2 ans a et dépanné demi. 2 ans et demi et puis là où voilà, on a un peu rempli les caisses, ça va un peu mieux, avec le temps, on peut, voilà, se racheter, des bonnes robinetteries, c'est pas vraiment le souci. C'est ce que je disais, il y a que des solutions, vraiment. Après, encore une fois, c'est un peu du temps et de l'argent, mais, là, pour le coup, on n'avait pas trop le choix. Oui, au bout d'un moment, si tu peux pas sortir, les 150-200 €, voilà et parce que tu commences vraiment à faire les fonds de caisse que tu as ton loyer d'à Mmh. côté à sortir le temps que tu sois dans ta maison et tout, forcément tu as des choix à faire. Oui, ça se change et si tu peux dès le départ faire et mettre les centaines d'euros qui que tu peux le faire, que ça te met pas en danger, vas-y parce que tu vas gagner et ton temps et ton argent au final. Mais il y a des moments où tu as pas le choix à l'instant C'est T. ça. Donc budget tenu. Ouais, budget tenu. Alors, on n'avait pas inclus les extérieurs. Ça, c'était un regret, D'accord. mais de toute façon, on n'avait pas trop le choix. Comme je vous le disais tout à l'heure, on avait un prêt, max. Donc, on s'était dit: «C'est pas grave, ça viendra avec le temps» et franchement, ça vient avec le temps. Faut pas être gourmand, tout arrive à l'heure. Faut vraiment prendre son temps, voir, un peu ses priorités. Nous, vraiment, la priorité, c'était d'avoir une maison confortable, agréable, bien équipée pour nos enfants, les extérieurs, c'est pas grave si c'était le bazar. Ça a été le bazar pendant 2 ans. On commence, vraiment toujours tout juste à y voir clair. C'est encore le bazar derrière d'ailleurs. Je vous montre pas trop et on montre pas trop aussi les revers, de tout ça. Quoique, je sais Non. pas vrai. En général, je fais bien des réels où je dis: «Regardez derrière, c'est juste dégueulasse». Oui, tu fais pas partie des comptes qui Bah, cachent le plus de choses, je je trouve pense. que c'est chouette aussi d'être honnête parce que c'est pas cool de donner, une mauvaise image, de la construction à des gens qui veulent vraiment se lancer. Ce serait pas cool de dire: «Ah bah voilà, j'ai tout fait, les extérieurs, la piscine, la maison à moindre budget». C'est pas vrai. Quand on a un salaire moyen et puis il faut se l'avouer, quand on a un salaire moyen, qu'on a un prix, max à respecter, bah, il y a des priorités. Les extérieurs, Ouais. ça a pas été ça, c'est pas nickel, tant pis. La piscine, je pense pas qu'on l'ait avant au moins 10 ans et c'est pas grave. C'est pas grave, on ira à la piscine municipale. On ira On peut survivre sans oui! piscine, on peut On ira survivre sans squatter chez piscine. les copains, c'est pas grave. Franchement, on leur a acheté un petit Exactement. spa aux petits, ils en ont profité tout l'été et c'est pas grave. Mais oui.
Bah, faut faire en fonction de ses priorités, tu vois? Il y a des gens, ils veulent pas rentrer dans une maison avec un jardin qui reste à faire et cetera. Bon, ben, oui, bah, prévois, 30, enfin, je dis 30 000 ou 50 000 si tu veux le faire toi-même. Moi, j'ai des clients, ils ont mis, 50 000 € dans leur jardin. Après, ils arrivaient à la retraite, ils vendaient une autre grosse maison et cetera, donc ils avaient les montants et ils avaient surtout pas envie, de s'embêter à faire ça parce que, bah, ils avaient déjà fait ça, pour, 1-2 premières maisons avant et donc aujourd'hui, ils voulaient passer leur temps à voyager plutôt que ça, donc ils ont payé tout le monde pour tout faire et c'est OK, mais il faut vraiment établir ses priorités et c'est super important. Si tu as un chien et des enfants, la clôture, par contre, tu peux pas la enfin, tu peux Exactement. difficilement la zapper, donc ne zappe pas la clôture dans ton budget. Semer ta pelouse, tu peux t'en sortir, mais si, comme toi, tu as des demi-niveaux, c'est souvent que ça va aussi beaucoup de travail de terrassement, d'escalier, d'espalier, de retenir la terre avec des murs, des pierres et cetera et ça demande beaucoup, beaucoup de travail et donc d'argent. Et là, pour le coup, voilà, tout ce qui est extérieur, on a tout fait tout seul. Là, c'était vraiment l'idée de dépenser le moins. C'est cool aussi, vraiment, c'est un truc qu'on aime beaucoup, c'est aussi s'entraîner sur des choses, comme je disais, qui sont pas, pour le coup, avec des corps de métier vraiment, primordiaux. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais encore une fois, on n'aurait pas fait le gros œuvre tout seul, on n'aurait pas fait la plomberie tout seul, on n'aurait pas fait l'électricité tout Ouais. seul. Mais faire un ruissellement, bah, OK, on essaye, on voit, on apprend, faire un sol, carreler une petite terrasse, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, moi, je trouve que c'est bien aussi de se salir un petit peu les mains, d'essayer pour des choses, voilà, des petites étapes. Je pense pas qu'on soit, plus manuel ou plus intelligent que plein d'autres Français. Donc vraiment, je reste convaincue que c'est accessible et mine de rien, les économies, elles sont vraiment là, quoi. C'est pas quelque chose de négligeable. Mais c'est le temps, hein. Et c'est le temps. En fait, tu payes tes matériaux, mais tu peux, des fois les toucher au même prix que certains Mmh. artisans, mais c'est le temps, toi tu vas passer des soirées à regarder sur YouTube ou à poser des questions. Un artisan, ce temps-là, il l'a passé à l'école et ça fait, peut-être 5-10 ans qu'il fait ça, donc tu payes ce temps d'expérience et voilà, un salaire, faut que ça puisse sortir, mais effectivement, tout est accessible si tu prends ton temps, si tu acceptes aussi que ce soit peut-être un peu moins bien fait ou Exact. que tu sais que potentiellement tu as le risque que ça fonctionne pas ce que tu vas Mmh. faire, mais ça fait partie, de C'est l'apprentissage. ça et comme tu disais, il faut pas être pressé. Nous, par exemple, les extérieurs, on les fait par nous-mêmes, mais ça prendra 2 ans, 3 ans, 6 ans s'il le faut, c'est pas grave. Ouais, C'est ce qu'il faut se dire. mais tes enfants, ils peuvent jouer dehors et ils sont pas malheureux pour C'est autant. clair. Ah mais c'est ça aussi. Vous avez priorisé la maison, vous avez, fait une maison qui fait presque 200 carrés, donc c'est quand même un projet qui est d'envergure. Ça fait pas partie des maisons moyennes ou petites, on commence à être dans les grandes maisons. Donc si c'était ça votre priorité, c'est OK et si tu veux ton jardin fini, mais que, bah, du coup, tu peux pas faire la maison de 192 carrés. Ben, à toi d'ajuster le projet. C'est aussi comme ça qu'on construit un budget et un projet avec, les priorités donc c'est hyper intéressant, ce que tu dis. Donc là, Instagram, c'est vrai que tu montres, la un peu, l'envers du décor, tu expliques bien comment tu as fait donc j'imagine que ça aide beaucoup de gens. C'est aussi pour ça que, je voulais, t'inviter ici parce que je trouve, que c'est, hyper transparent. Au tout début, tu as dit que tu avais quelques, points que tu allais changer. Donc il y a la troisième chambre que vous allez construire sur la mezzanine, par exemple. Il y a d'autres choses que tu regrettes, des choses que tu aurais pu faire différemment? Voilà, avec le recul, depuis 2 ans et demi dans cette maison, comment tu vois les choses que vous avez fait? Mmh. Alors on échangeait beaucoup à ce niveau-là avec, des personnes sur Instagram et tout le monde m'a dit: «Mais t'inquiète, il faut 3 maisons pour avoir la bonne». Non! Non, je ne j'en ferai pas 3, Non! calmez-vous. Alors du coup, en effet, avec un peu de recul, comme je disais, la robinetterie, bon, ben, voilà, elle a été un peu de piètre qualité, c'est pas grave, on aura l'occasion de la changer, c'est pas le plus urgent. Par contre, en effet, avec, du recul, on s'est rendu compte que, avoir une maison, sur un terrain, pentu, c'est pas désagréable parce qu'on est jeune, donc ça ne me dérange pas, voilà, de monter les escaliers, descendre à la buanderie, voilà. Mais je pense qu'en vieillissant, il faudra vraiment qu'on habite dans un plein pied pour le coup, parce que ça peut, être fatigant, tout bête, hein, mais les enfants sont à l'étage, ils ont des vêtements sales, il faut les descendre 2 étages en dessous, faire, du coup le linge, puis remonter les bassines ensuite, mine de rien, c'est un boulot, qu'on pourrait, éviter. Donc, le Mais quand tu seras vieille et que tu pourras plus monter les escaliers, tes enfants, ils seront plus chez c'est toi vrai, c'est probablement. vrai. Enfin, je leur souhaite et je te souhaite Mais c'est vrai peut-être. qu'avoir une maison à étage, ça peut vite être fatigant, en tout cas pour le ménage, Ouais. pour les allées-venues.
Puis sur 3 niveaux, comme C'est tu dis. ça, Ta buanderie, elle est tout en bas. c'est exactement Mmh. ça, ouais. Ensuite, dans la cuisine, on s'est rendu compte que ça aurait été cool quand même d'avoir un petit débarras ou un espace, bordel. Parce que, on a, tous, des poubelles à plastique, des poubelles, pour le verre, Mmh. des aspirateurs, un balai, tout bête. Donc ça, c'est un petit truc que je regrette, mais qui, encore une fois, il y a une solution, on va le faire. Donc là, c'est le projet, de cet automne. C'est Ouais, vrai? faire, un placard caché. Donc l'idée vraiment, c'est de faire une sorte de continuité de mur dans notre cuisine et de croire que c'est un mur alors qu'en fait non, c'est vraiment du rangement, pour tout ce qui est, tri, petit électroménager, et autres petits bazars. Ouais, c'est ce qu'on appelle, vraiment une arrière-cuisine. Moi, je le vois souvent, sur les projets de mes clients quand je les aide à optimiser leurs plans. On a tendance, à optimiser et à faire la pièce de vie la plus grande possible, la cuisine la plus grande possible et cetera. Mais du coup, on oublie, très souvent de faire, ce genre de cellier d'arrière-cuisine. Là, pas plus tard que ce matin, j'ai envoyé un compte rendu où j'ai créé un cellier, donc j'ai pris, 2-3 mètres carrés sur la pièce de vie, mais on a cette arrière-cuisine pour les petits électros, pour le stockage, avec la porte cachée Instagram, tout ça, parce que, cette pièce va être complètement invisible et on «perd» entre guillemets de la surface de la pièce de vie, mais qu'est-ce qu'on gagne en fonctionnalité et en facilité? Surtout quand, comme toi, vous toutes les pièces techniques et entre guillemets «le bordel» est au sous-sol. C'est ça, exactement. Au moins ça à portée de Ah main, ça, c'est intéressant et du pour coup. le coup, c'est, oui, oui, c'est vraiment, ce qu'il nous faudra au long terme et pour le coup, je disais, j'ai très peu d'espace. Je dois avoir, de disponible vraiment, je sais pas, 80 centimètres sur, 3 mètres. Donc Mmh. ça va vraiment être un petit placard caché, mais qui cachera beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, mais tu vois, tu vas être à presque 3 mètres carrés, enfin, tu un peu moins Mmh, parce que ça fait que 80 centimètres, mais tu vois, tu pas besoin de non, faire une arrière-cuisine de 12 mètres carrés ou de 6 mètres carrés et cetera. Si tu as une buanderie, c'est un peu plus compliqué, mais si c'est juste pour stocker, ton aspirateur, tes petits mmh. électros, tu peux vraiment être astucieux et créer un espace hyper fonctionnel que pour le coup, tu regretteras pas. OK, donc ce petit espace buanderie, les étages, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu après, tu vois, tu parlais du plein-pied. Le plein-pied, c'est un très bon achat qu'on peut pas faire sur tout, enfin, un très bon plan qu'on peut pas faire sur tout et je sais pas s'il faut faire 3 maisons pour avoir la bonne, c'est aussi qu'on évolue dans la Oui, vie. Là, tu as des enfants en bas âge qui montent, qui descendent, comme tu dis, vous êtes encore mmh. jeunes, mais peut-être que quand, j'en parlais avec Sabrina, notre cocon de bois, je sais pas si tu la suis sur Instagram aussi, elle disait: «Là, on a une maison», je crois que vos maisons, elles font la même, dimension, 190-200 mètres carrés et elle dit: «Mais cette maison-là, on sait qu'on n'y restera Oui, pas». c'est ça. Là, on a nos enfants, on a nos chats et cetera, mais quand nos enfants seront partis et cetera, moi, j'ai pas, à un moment donné, envie de me taper le ménage et l'entretien d'une si grande maison, donc on sait qu'on en aura une autre et c'est pas forcément avant d'avoir la bonne, c'est quand on évolue dans la vie entre les enfants qui arrivent, les enfants qui partent, les priorités qui changent quand on vieillit aussi, la santé, des fois, qui nous joue des Mmh, tours, donc c'est aussi ça. c'est vrai. Donc là, le cellier, le projet de cet automne, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vas faire évoluer, là, à part Alors, les finitions comme le robinet, mmh l'escalier mh, qui sont des petites choses à reprendre, mais c'est pas des gros mmh. changements? Alors on s'est rendu compte que, une mezzanine, c'est beau. Mais pour le coup, par rapport à notre famille, on s'est aussi rendu compte qu'on n'y était jamais, mais vraiment, jamais. Alors OK. de temps en temps, on lit sur la mezzanine, on s'y retrouve pour faire des jeux, mais c'est hyper rare. Je me rends compte qu'on est vraiment tout le temps autour de la cuisine finalement, qui est une grande cuisine ouverte, donc on est toujours là, autour de la cuisine ou en tout cas entre le salon et la cuisine, donc cette mezzanine, elle est un peu passée à la trappe et puisque bébé 3 est arrivé entre-temps et qu'on a que 2 chambres à l'étage, plutôt que de mettre notre grand dans la chambre d'amis que pour le coup j'ai vraiment envie de conserver, c'est important je trouve d'avoir une pièce, en plus pour recevoir comme je les ai par rapport à cet Airbnb dont on parlait tout à l'heure. On s'est dit: «Bah, mezzanine». Je pense que, là mon fils il est en CM2, quand il rentrera en 6e, il faudra vraiment penser à faire, une 3e chambre. Donc on y avait déjà pensé. En fait, quand on a fait construire, j'étais enceinte de ma dernière et quand, du coup j'ai accouché, on s'est installés, elle avait peut-être à peine 1 an. Ouais, un peu moins d'1 an et on s'était dit donc avec l'électricien, donc ça c'est aussi un truc qu'on a anticipé et fort heureusement, tant mieux. On s'était dit: «Bah, attends, cette mezzanine, on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas encore notre utilisation, peut-être que les garçons à 2 dans la même chambre, ils vont pas s'entendre. Pour que ça se passe bien, on ne sait jamais, ils vont grandir, ils auront aussi besoin d'une Ouais. intimité, propre à eux». Donc on s'est dit: «Bah, attends, mets bien, une, alors un interrupteur, proche de cette pièce-là pour une future 3e chambre éventuelle».
La dalle de verre, on va essayer de la faire un peu plus sur la gauche de façon à ce qu'on puisse mettre, plus tard une cloison aussi avec une porte. Donc on a vraiment, J'allais te demander, un et la dalle de verre, elle va tomber où? Mais tu l'avais oui! anticipé, donc c'est Ah vachement ouais, on bien. avait anticipé. Au début, on voulait vraiment la mettre au milieu de la mezzanine et en fait, heureusement, parce que du coup, voilà, ça nous empêchera pas de Ouais. faire un projet. Là, du coup, il faudra qu'on enlève, les fameux garde-corps en verre qu'il y a sur la mezzanine. On les revendra sur Le Bon Ouais. Coin, si vous êtes intéressés, Mais tenez-moi au courant. oui! Et puis Envoyez-moi un message si ça vous intéresse. et D'ici 1 an, ils seront oui, c'est dispo. ça. Et ensuite, on va du coup, bah, voilà, monter, un mur, et puis, acheter, Ouais. la même porte intérieure, imaginer un placard et créer un nouvel univers pour notre grand, ça peut être bien. C'est relativement facile. Après, ça va aussi rester hyper cohérent parce que là, vous avez une maison, de 192 m², donc tu as une suite enfin 2 suites parce qu'on va Mmh. dire que la chambre d'amis en est une, donc vous avez 4 chambres. Mais du coup, la transformer en maison 5 chambres, même s'il y a pas de mezzanine, c'est aussi hyper cohérent parce que si un jour vous revendez la maison, tu vises aussi une famille de 3 Mmh. enfants avec des chambres, séparées ou un bureau si quelqu'un fait beaucoup de Exactement, télétravail et cetera. exactement, ouais. Et bien vu, oui, anticiper les évolutions, d'une famille avec un grenier, des choses comme ça peut être aussi, important parce que, ou quand on fait un plein-pied, on se dit: «Peut-être que j'aurais besoin de l'étage», bah, faut bien placer l'escalier dès le départ aussi pour économiser, plus tard et puis bien penser ton rez-de-chaussée, mais aussi pré-penser l'étage, en tout cas dans les grandes lignes pour penser aux évolutions comme là vous avez fait avec l'électricien et sur la position de ta dalle en verre Mmh. donc hyper, intéressant. Hem, donc là, ça fait 2 ans et demi que vous êtes dans la maison, vous vous y plaisez? Il y a pas tant que ça de regrets au final? C'est pas des tu pas en train de me dire: «J'ai fait ma maison 4 fois trop grande» ou «J'aurais jamais dû faire ça avec ma cuisine», tu vois? Ah non, Tu non, non, vraiment, encore une fois, c'est vraiment que du détail. Et d'ailleurs, il y a plein de haters sur Instagram qui disent: «Oh non, mais c'est que ça». Non, mais bien sûr, quand on donne des conseils, enfin franchement, quand on parle, voilà, des petits regrets qu'on a, c'est juste pour que, bah, après chacun fait vraiment ce qu'il veut naturellement, mais c'est pour, un petit peu conseiller les gens en leur disant: «Bah, attendez, regardez, je pensais que la mezzanine, ça allait être un truc de fou. En fait, bah, par rapport à notre famille, c'est pas trop le cas. Voyez bien, réfléchissez-y». Heu, mais bien évidemment que c'est qu'un c'est détail. ça. Ça reste une mezzanine, ça restera une mezzanine, voilà. Il y a pire Il y dans a la vie. pire dans la vie, bien sûr, non mais totalement. Oui, mais après c'est normal, c'est des questions qui sont normales à se poser. C'est hyper intéressant de partager ces réflexions-là parce que quand on est en train de travailler son projet, travailler son plan, souv parfois, même trop souvent dans l'urgence, bah, on prend pas le temps de se poser. Comment on voit ça? Comment est-ce qu'on va rester dans cette maison 20 Mmh. ans? Est-ce qu'on y pense rester que 5 ans? C'est quoi les objectifs? Ça, c'est hyper important de se poser et de prendre du recul sur les décisions qu'on est en train de prendre, ne pas les prendre dans la précipitation. Entendre, mais se centrer sur ses besoins, parce que l'avis de Jean-Michel, on s'en fout en même temps, tu vois? Pardon, au Jean-Michel, mais bref, vous m'avez compris. Donc c'est hyper aussi important, de ça. Donc là, vous vous y plaisez, vous prenez plaisir aussi à la faire évoluer et à travailler le Mmh mh. jardin, avec la haie qui est Mmh, tombée. c'est ça, ouais, exactement. Donc à chaque fois, bah, qu'on peut, hop, on économise un peu, on se fait un petit truc, là, les haies, pour le coup, elles avaient pris une taille, mais monstrueuse. On les avait vraiment délaissées, hein, c'était vraiment pas une priorité. Et quand on avait voulu les faire tailler, c'était hors de prix parce qu'elles avaient tellement grandi, en fait, que, bah, forcément les artisans, les paysagistes disaient: «Bah, Ouais. il nous faut un escabeau, il nous faut une nacelle». Donc on s'était dit: «On le laissera pour plus tard» et enfin on a pu, en effet, tomber cette haie et mettre, de nouvelles haies, donc petit à petit, c'est cool. Donc tes prochains travaux, c'est ce petit cellier, tu nous as dit, les changements de robinet, le jardin qui se fait, petit à petit. Il y a d'autres petits travaux que vous allez lancer, La piscine, ça dit que c'était dans Mmh, 10 ans, donc ça va attendre un au peu. moins. Au moins. D'autres petits travaux, non, non, vraiment, les extérieurs, c'est un petit peu notre priorité, mais c'est pas non plus une urgence. Donc à chaque fois qu'on peut, on fait un petit truc. Là, cette année, on a fait un muret, on a fait les murs soutènement, on a fait le béton ciré, le béton désactivé, pardon. On a, acheté un portail, d'occasion qu'on a monté nous-mêmes. Voilà, donc c'est plein Excellent. de petits détails, de petites finitions qu'on fait au fur et à mesure, mais il y a pas d'urgence, absolue. Ça viendra en temps et en heure. Bah, ouais, mais en tout cas, vous pouvez être fiers. C'est un très beau projet que vous avez, réussi. Vous avez mis, les mains dedans, mais vous avez été, je trouve, hyper raisonnable sans vous lancer dans des trucs et en plus, vous avez pris une DO, donc Si, si, merveilleux, si, si. bravo à vous. Est-ce que, tu as, voilà, un conseil que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent, qui sont en train de réfléchir à leur projet et voilà, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner,
là-dessus? Alors, si je devais avoir un conseil à donner à quelqu'un, bah, qui se lance, ce serait vraiment, bah, voilà, oser se renseigner et surtout ne pas avoir peur de se tromper. Vraiment, on apprend en avançant, donc testez, essayez, renseignez-vous. C'est vraiment, le meilleur conseil que je puisse vous donner. Bon, bah, écoute, c'est un très bon conseil, je valide. En tout cas, merci, Inès d'être venue au micro de Chérie on construit. Je remettrai dans la description de l'épisode, mais on te retrouve sur Instagram, sur le compte Active Mum Home donc, où tu partages, voilà, tes réussites, tes regrets, l'avancement, des différents, travaux que vous mettez en place. Des belles photos aussi de ce magnifique escalier suspendu, les beaux garde-corps et puis, les installations pour l'été, les déménagements et ranger les trucs d'été pour l'automne. Voilà, on suit toutes les aventures de la maison. Voilà, j'espère que participer t'a plu. Merci Et à toi pour puis, l'invitation, merci beaucoup. avec grand, grand plaisir. À bientôt, À Inès. bientôt.